Donc je me présente, je m'appelle Jean-Pierre Sueur, je suis sénateur ici depuis quelque temps. Après avoir été député, puis maire d'une grande ville de ce pays, puis secrétaire d'État aux collectivités locales, maintenant je suis vice-président de la commission des lois, que j'ai eu l'honneur de présider auparavant. Et rapporteur en l'espèce, en la circonstance d'un rapport dont on parle, qu'on attend parfois avec quelques, enfin, je ne sais pas comment, des sentiments divers et mêlés. Bon, sur l'actualité. J'ai l'honneur de vous saluer en ma qualité donc de vice-président de la commission des lois, aussi de président du groupe France-Tunisie du Sénat, qui travaille beaucoup par rapport à ce qui se passe en Tunisie, que nous suivons avec beaucoup de sympathie, bien sûr, et aussi sans méconnaître tous les problèmes qui peuvent se poser. Et je dois vous souhaiter de tout cœur la bienvenue au nom de Gérard Larcher, président du Sénat, et au nom de tous mes collègues sénateurs. Je veux saluer Jean-Paul Chagnolot, qui est votre président, président de votre association, et qui est aussi un grand spécialiste de droit public et de droit constitutionnel, et qui est venu déjà nous parler dans cette enceinte de ces sujets. Je veux saluer chaleureusement Monsieur Pierre Vermeuren, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Paris 1, qui va parler juste après moi, et Monsieur Helmut Mood, professeur d'économie à l'Université de Paris-Dauphine. Et ensuite, nous passerons à la première table ronde, qui sera animée par Madame Charlotte Bozonnet, journaliste spécialiste de l'Afrique au journal Le Monde. Alors, je dois vous dire que je vais rester avec vous le plus possible, compte tenu que dans cette maison, vous savez, on est parfois au four et au moulin. C'est-à-dire que là, en ce moment, va commencer, et a commencé d'ailleurs, le budget des anciens combattants. Et va commencer ensuite le budget de la justice dans lequel je dois intervenir. Donc je pourrais rester le temps que dureront les anciens combattants. Oh, ils sont solides. Et le temps des amendements. Je suis très heureux de saluer Catherine Tasca, qui est notre amie, ancienne ministre de la Culture notamment, et ancienne sénatrice, ancienne vice-présidente du Sénat, qui nous fait l'amitié d'être parmi nous, Catherine. Je vais donc dire quelques mots pour vous dire combien, d'abord, moi je pense qu'aujourd'hui, l'Europe ne se rend pas assez compte, et les responsables de l'Europe, de l'enjeu considérable que représentent les relations Nord-Sud. Nous avons eu beaucoup de témoignages de responsables des pays du Maghreb qui nous ont dit l'élargissement de l'Europe, finalement, ça a changé le centre de gravité de l'Europe. Ça l'a déplacé vers le nord et vers le nord-est. Et nous ne voudrions pas que cela fût au détriment des relations nord-sud qui sont si importantes. D'abord pour la paix, pour le développement, pour la culture, elles sont très importantes. Et à cet égard, je dois dire que le processus 5+5, 5 pays du Sud, la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, 5 pays du Nord, Portugal, Espagne, France, Italie, Grèce, étaient sans doute plus utile et plus efficace que le jour où on a essayé de faire une immense union pour la Méditerranée, où il y avait toute l'Europe, jusqu'à l'Estonie, pour laquelle nous avons bien sûr beaucoup de sympathie, et où les contradictions, et toute la Méditerranée, et où les contradictions étaient telles que l'instance était immédiatement bloquée. Donc, moi, je pense que l'établissement de relations pragmatiques, efficaces, réalistes entre l'Europe et le Maghreb est une nécessité absolue à partir de certains dossiers. Le dossier de la Méditerranée, d'abord,
le dossier du développement économique, qui sont absolument essentiels. Ensuite, je crois qu'il est important pour nous, la France, de maintenir des relations équilibrées avec les différents pays. Bien sûr, il y a la crise de la Libye en crise, qui pose énormément de problèmes, en particulier pour la Tunisie. Mais par rapport au Maroc, à l'Algérie, à la Tunisie, être sensible à la personnalité de chaque peuple, de chaque État, ne pas imaginer qu'il existe une union du Maghreb qui marche de manière spontanée, savoir qu'il y a des liens et rester extrêmement vigilant quant à l'équilibre de nos relations. Penser qu'il y a eu la colonisation, à cet égard, beaucoup d'actes ont été accomplis par des présidents de la République, y compris l'actuel, pour dire la responsabilité de la France, etc. On a aussi eu l'occasion de dire les apports, mais enfin, on sait bien qu'il y a là une question sensible qui tient à notre histoire, au passé, qu'il faut regarder avec le regard de l'historien. C'est toujours la meilleure des choses. Éviter toute ingérence et éviter tout reste de paternalisme qui est toujours détestable. Je pense aussi que nous devons faire très attention à ce que les entreprises françaises investissent dans les pays du Maghreb. Vous savez qu'aujourd'hui, d'autres pays d'Europe sont actifs. Les pays, un certain nombre de pays comme la Chine, comme l'Arabie saoudite, sont particulièrement actifs. Et peut-être est-il très important de veiller à ce qu'il y ait un développement économique qui continue avec la France tout particulièrement, ce qui suppose que nous sensibilisions nos entreprises, nos PME, à l'importance de ces actions. D'autre part, je pense que nous devons aussi être très attentifs à toutes les questions de liberté, de droit. Je suis bien sûr de très près, jour après jour, ce qui se passe dans la chère Tunisie, où il y a de grandes difficultés économiques en particulier, beaucoup de chômeurs qui sont jeunes et d'étudiants qui n'ont pas de travail, beaucoup de disparités entre les territoires. En même temps, cette chose extraordinaire qu'a été dans un pays arabo-musulman la création d'une constitution qui garantit la liberté de conscience, qui garantit l'égalité entre les hommes et les femmes. Et ce nouveau champ de travail qui a été impulsé et qui donnera lieu à un colloque organisé par les avocats tunisiens dans quelques jours, c'est avant fin décembre à Paris, sur la question de l'héritage, puisque vous savez que l'idée, c'est de poursuivre sur le chemin de l'égalité en décidant que dans la loi civile, dans la loi, la part de l'héritage d'un homme et d'une femme est identique. Mais voyez-vous, ce n'est pas simple d'arriver à cela, donc je salue toutes celles et tous ceux qui se battent en ce sens. Enfin, nous sommes les uns et les autres très attentifs au phénomène du terrorisme. Il y a eu 3 attentats en Tunisie, il y en a eu d'autres ailleurs. Il y a des milliers de jeunes du Maghreb qui sont partis en Syrie, qui ont été appelés par Daesh et qui ont suivi. Il y en a qui reviennent. Il y a la question de la Libye, qui sert de transit, etc., et qui crée beaucoup de problèmes. Et par rapport à ça, il y a la nécessité de se battre, et la coopération entre la France et les pays du Maghreb en termes de sécurité et de lutte contre le terrorisme est, à mon sens, une nécessité absolue. On s'est rendu compte qu'il y avait eu des attentats, notamment au Bardo, qui avaient lieu dans des conditions, il y a toujours des contentieux d'ailleurs, de sécurité qui laissaient à désirer. Donc il y a eu de gros travaux de fait, mais il faut toujours être vigilant à cet égard. Et puis, la sécurité, bien entendu, la police, etc., est nécessaire, les services de renseignement, mais cela ne suffit pas.
il faut aussi donner des raisons de croire à ceux qui se laissent tenter par ces aventures. Hein, et c'est encore un autre challenge, tant le respect des valeurs qui sont celles du Maghreb, de la civilisation, de la culture, dans tout ce qui nous lie, tout ce qui nous relie. Et je finirai en disant que deux choses. D'abord, ici, nous avons fait un colloque il n'y a pas longtemps sur le tourisme, notamment en Tunisie, parce que suite aux attentats, les hôtels étaient complètement désertés. Donc, pour expliquer aux Français qu'il faut continuer à aller en vacances dans les différents pays du Maghreb, bien sûr. Ça vaut pour les trois, ça vaut pour tous. Et puis, je finirai tout à fait, parce qu'on m'a dit qu'il ne fallait pas que je dépasse 10 minutes. Et que certains savent que quelquefois j'ai tendance à dépasser, n'est-ce pas, Catherine? Donc, je vais finir sur un point qui est celui des étudiants. Monsieur le Premier ministre a dit qu'on accueillait 320 000 étudiants étrangers en France et que ce pourrait être un objectif très, très utile, très positif, que d'en accueillir 500 000. Moi, je demande, j'ai l'occasion de le faire auprès des différents ambassadeurs et consuls, avec mes collègues, que l'on soit plus ouvert pour les visas, parce que c'est quelquefois très long et très difficile d'obtenir un visa. D'autre part, que les étudiants qui viennent du Maghreb, mais aussi d'autres pays, mais qui viennent du Maghreb, ne soient pas soumis à une espèce de course d'obstacles administratifs incroyables quand ils arrivent à Paris pour les formalités administratives universitaires. Et enfin, troisièmement, je pense que si l'on veut attirer davantage d'étudiants, ce qui serait bon pour la francophonie, mais bon aussi pour le développement du Maghreb, pour l'image de la France, c'est d'intérêt commun, je ne crois pas que la meilleure des choses que l'on puisse faire, ce soit d'augmenter les droits d'inscription. Je sais que les droits d'inscription peuvent en France apparaître très légers pour quelqu'un qui vient des États-Unis d'Amérique, mais pour quelqu'un qui vient du Mali, ça peut apparaître très élevé. Donc, je crois que nous devons être très attentifs à cela. Bon, voilà quelques mots, vous savez, j'ai beaucoup de modestie et je n'ai pas tout le savoir, la connaissance de toutes les personnes qui vont maintenant parler. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et je donne maintenant la parole à Monsieur Pierre Vermeuren. Merci. Monsieur le sénateur, président du groupe d'amitié France-Tunisie, on vous remercie chaleureusement pour l'accueil dans ces lieux prestigieux. Mesdames et messieurs, chers collègues, l'IREMO est très heureux de vous inviter à cette journée d'études et de réflexion sur la situation au Maghreb. Je ne vais pas vous présenter les invités ni le programme que vous avez, je pense, dans les mains ou sous les yeux. Alors, si ce n'est pour vous dire que nous avons tenté pour cette journée de rassembler avec mes collègues Nadjer Safir et Xavier Richet les meilleurs analystes de la situation au Maghreb concernant le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Bon, on peut remarquer qu'on n'a pas pris en compte la Mauritanie, je le dis quand même. La situation est plus marginale par certains côtés, mais enfin, ce pays existe, mais ce n'était pas, disons, le cœur de nos préoccupations aujourd'hui. Donc, la situation au Maghreb va être exprimée ou présentée par ces analystes, ces experts, ces professionnels qui étaient aujourd'hui donc présents et disponibles pour venir en discuter devant vous. Alors, la journée est organisée sous forme de 3 tables rondes. Pour faire simple, une première table ronde ce matin sur la situation politique, une seconde sur la situation économique, une troisième sur la situation internationale et sécuritaire. Alors, le titre que nous avons choisi pour cette journée, le Maghreb entre impasse et perspective de changement, je vais m'en expliquer rapidement, essentiellement dans les 10 minutes qui me sont imparties. Alors, pourquoi impasse au pluriel ?
Eh bien parce que la situation politique, sociale, économique et la situation des relations intermaghrébines sont incontestablement difficiles aujourd'hui. Le glacis constitué par le Maroc et par l'Algérie, qui a résisté au printemps arabe, n'a néanmoins pas échappé à ses répercussions jusqu'à nos jours. La Tunisie, qui a lancé le printemps arabe, qui a réussi sa révolution, se débat aujourd'hui encore dans une situation politique et économique difficile. L'autre pays maghrébin du printemps arabe, la Libye, ne cesse de s'enfoncer économiquement sans que la solution politique, toujours repoussée, ne permette d'entrevoir un avenir serein. En réalité, pour l'instant, il n'y a pas de solution politique. Donc, impasse politique, souvent, impasse dans les relations internationales, certainement, comme le rappelle régulièrement l'actualité à propos du conflit saharien, qui a pour principal inconvénient, en tout cas du point de vue régional, de maintenir de manière assez absurde la fermeture entre les deux principales puissances démographiques et politiques du Maghreb, que sont l'Algérie et la Tunisie. Mais peut-être surtout impasse économique et sociale. Alors c'est ce dont traitera en début d'après-midi la table ronde numéro 2, parce que, si vous voulez, la principale inquiétude aujourd'hui qui pèse sur les sociétés du Maghreb, c'est justement l'hypothèque économique. Pourquoi ? D'abord par élimination. Par élimination parce que les États ont montré un certain savoir-faire dans la gestion des contradictions politiques, bon, pour le dire ainsi. D'autre part, il y a un certain statu quo dans la division régionale. Depuis des décennies, la situation est, pour ainsi dire, bloquée, et même les discours qui avaient été tenus à l'époque de la guerre en Libye sur le fractionnement de cet État, sur sa division, sur son partage, ont montré leurs limites. Et puis finalement, la menace sécuritaire, on ne peut pas la nier, elle est réelle, mais finalement, elle est contenue. Ça ne veut pas dire qu'elle a disparu, mais elle est contenue. Donc, en revanche, ce qui persiste, ces signes, si j'ose dire, c'est l'aggravation de la situation économique et notamment d'un très difficile et très lourd chômage des jeunes. Et puis, c'est un peu la manifestation la plus douloureuse, parce qu'en plus, il se trouve que dans cette région du monde, la majorité des jeunes chômeurs sont diplômés, ce qui accentue les effets d'humiliation et de sentiments d'inutilité, si je puis dire. Donc, ça, c'est un phénomène très visible, très connu, malheureusement, qui n'évolue pas, qui a même tendance à s'aggraver. Et en face, vous avez aussi le phénomène beaucoup plus massif de misère qui laisse des dizaines de millions d'habitants du Maghreb, dans une région qui compte aujourd'hui 100 millions d'habitants, aux limites de la survie économique. Et donc, il y a là un phénomène particulièrement inquiétant et à prendre en compte, au-delà des réussites, au-delà des événements plus sympathiques, si j'ose dire. Donc, un phénomène de régression économique, d'appauvrissement, qui est partout présent, mais qui évidemment est d'autant plus ressenti dans certains États quand ils avaient cru échapper à la misère. C'est le cas de la Libye, par exemple, qui était un pays riche à sa manière et qui reste très riche de sa richesse potentielle, mais dont le niveau de vie de la population s'est effondré. Et les choses ne sont pas peut-être aussi graves, mais sont néanmoins très inquiétantes aussi en Tunisie, notamment du fait de la dévaluation de fait très importante, la dévaluation monétaire du dinar qui a eu lieu depuis 2011. Est-ce qu'il y a un modèle de rechange économique aujourd'hui à cette situation très insatisfaisante ? L'expérience marocaine elle-même montre ses limites, puisque récemment le roi en personne l'a reconnu. Le modèle algérien n'est pas transposable. Cette monodépendance aux hydrocarbures sans solution de rechange à ce jour est quelque chose qui n'est pas durable, évidemment, à long terme. Et puis, il n'y a pas de solution régionale puisque les pays continuent d'être divisés.
Donc, c'est pourquoi on a intitulé par un titre un peu provocateur la deuxième table ronde l'étranglement économique dans la mondialisation, point d'interrogation. Mais en réalité, ça n'est qu'un aspect de la chose, parce que c'est vrai que la mondialisation est impitoyable, mais il y a des États qui réussissent dans la mondialisation. Donc, il faut poser aussi la question de la responsabilité des élites et des modèles de développement, puisque depuis une trentaine d'années, on a voulu trouver une solution dans le transfert des entreprises qui étaient aux mains de l'État aux mains de groupes privés. Or, ces groupes privés se sont révélés très souvent affairistes, voire mafieux, comme l'a démontré la révolution tunisienne. Donc, c'est vraiment une question cruciale parce que le déblocage de la croissance passe par une réflexion et certainement des réformes très lourdes dans ce domaine, mais qui sont bien sûr des réformes de souveraineté et qui sont extrêmement complexes. Alors ça, ce sont un peu les impasses, si vous voulez. J'ai focalisé sur ce qui me paraît être la principale impasse, mais il faut aussi dire qu'il y a des perspectives de changement, d'où l'équilibre de notre titre. Alors les perspectives de changement, je dirais, elles s'imposent. Elles s'imposent d'abord parce qu'il y a une nécessité du renouvellement, une nécessité poussée, impulsée par le renouvellement des générations. Si vous regardez l'âge des capitaines, si j'ose dire, au Maghreb, il y a bien sûr, dans les années qui viennent, de grands changements générationnels et de personnes qui vont intervenir. Et puis, il y a la survenue annoncée, notamment pour 2019, des élections. Élections en Algérie, élections en Tunisie, et peut-être aussi en Libye et en Mauritanie. Troisième nécessité, j'y reviens, c'est le caractère donc très tendu des situations économiques et sociales, la situation des classes populaires, qui est pire, il faut le dire, qu'en 2011. On avait expliqué les printemps arabes par les conséquences de la crise économique de 2008, mais la situation non seulement ne s'est pas améliorée, mais s'est aggravée, notamment le chômage des jeunes. Donc le changement est imposés et les changements sont nécessaires. Alors, beaucoup de doutes, d'incertitudes, d'inquiétudes planent sur ces changements. D'abord, on ne peut pas parler de changement globalement parce que chaque situation nationale est particulière. Bon, d'autant plus que s'ajoute à cette incertitude un peu globale la question sécuritaire qui reste posée malgré tout. Vous en parliez, monsieur le sénateur, de la question du retour des djihadistes est aussi quelque chose qui se pose au pays du Maghreb. La situation du Sahel, la situation dans le désert libyen, tout ça est très proche, bien sûr, des pays du Maghreb. La situation économique internationale ne porte pas non plus à l'optimisme, puisque le Maghreb est très lié à des économies qui sont potentiellement fragilisées, qu'il s'agisse de l'Europe. On a vu que la croissance de l'Allemagne n'est pas aussi établie que ça récemment. Et puis, les parrains du Golfe et de la Turquie eux-mêmes ne sont pas insensibles à des mouvements brutaux. Alors, il y a une solidarité complexe entre les économies du Maghreb. Alors, c'est à la fois c'est très paradoxal parce que c'est une région très peu intégrée. Il y a très peu d'échanges sud-sud. Et en même temps, c'est quand même une région, je dirais, organiquement structurée, puisque on y observe des comportements mimétiques, comme on l'a vu au moment des printemps arabes. Tout le monde, je dirais, s'observe, se regarde et finalement tente à, non pas imiter le voisin, mais en tout cas à se laisser influencer par lui. Et la France et l'Europe, dans tout cela, je dirais une forme de trilogie à laquelle on va essayer d'échapper, silence, inquiétude et parfois illusion. Les discours officiels sont souvent tentés par un optimisme de convention, mais par un volontarisme aussi, mais il faut bien reconnaître qu'il y a aussi les discours officieux. Or, les discours officieux sont empreints actuellement d'une grande inquiétude, à tout le moins d'une grande prudence, échaudée bien sûr par ce qui s'est passé en 2011, échaudée par la crise du Rif, échaudée par l'incapacité à résoudre la crise libyenne et échaudée ou peut-être sensibilisée davantage par la fragilité aussi de la France,
qui n'a plus du tout, enfin je ne crois pas m'avancer trop en disant cela, mais qui ne peut plus jouer l'amortisseur de crise qu'elle fut, à la fois par les migrations ou par ses finances il y a quelques années ou quelques décennies. Et puis à cela s'ajoute le fait qu'en France, on est aujourd'hui dans une situation de grande ignorance des questions sociales et du Maghreb et de leur ampleur. Alors on connaît assez bien les appareils politiques parce qu'ils sont visibles, parce qu'ils s'offrent au regard d'une certaine manière, même si ça n'interdit pas les questions. On connaît les contradictions de ces appareils, mais au fond, la situation économique, les fractures restent largement inconnues ou difficiles à percevoir. Donc c'est dire, pour conclure, que cette journée de réflexion est importante. Elle est importante parce que nous avons beaucoup à apprendre sur les situations nationales et sur une vision globale, parce que le Maghreb, c'est un ensemble organique, je le redis, en dépit de ses divisions, et c'est un ensemble qui est indissociablement lié à la France et à l'Europe méditerranéenne. Or, il ne vous a pas échappé que la France est dans une situation sociale fragile, comme le prouvent les mouvements sociaux en cours, qu'on a toujours la tentation de regarder ailleurs, hein, comme on peut penser aux législations sur la fessée, qui sont très drôles, mais qui prouvent que c'est toujours cette tentation de regarder ailleurs. On va essayer aujourd'hui d'y échapper, et donc on va essayer de se concentrer sur des choses essentielles, et pour cela, monsieur le sénateur, on vous remercie pour votre accueil.